ce soir, donc Raoul Baron et moi, donc Réal Mever. Je suis médecin infectiologue au CHU de Brest et j'ai aussi une activité de recherche dans l'UMR, en fait, dans l'unité INSERM 1078 à Brest. Bonsoir, Raoul Baron. Je suis médecin hygiéniste à l'hôpital de Brest et je recherche des bactéries dans l'environnement. Là, nous allons choisir un petit peu, commencer par une petite illustration, par un cas, Monsieur Dupont, part en Grèce, fêtait son départ en retraite. Il enchaîne des visites, des restaurants, c'est normal, mais le 5e jour de sa visite, il chute du Parthénon. Il est hospitalisé à l'hôpital général d'Athènes et opéré d'une fracture de la cheville, puis rapatrié en France. Et plusieurs mois après son hospitalisation, on découvre une bactérie très résistante. Donc cette histoire peut arriver à chacun d'entre nous. Ce qui nous permet d'introduire un petit peu cette thématique et de parler évidemment du sujet principal, c'est-à-dire des bactéries. Donc comme vous le savez, ces bactéries, elles sont minuscules. Vous voyez comment c'est 1 mm. Une bactérie, c'est un micromètre, c'est-à-dire un millième de millimètre. Ce qui explique qu'on peut les voir qu'au microscope. Autre élément important, ces bactéries sont sur Terre depuis très longtemps, depuis 3,8 milliards d'années, c'est bien avant nous. Et donc, elles ont eu le temps de s'adapter et de profiter du fait qu'elles soient sur Terre pour s'adapter au milieu. Donc, elles ont en fait une façon de se multiplier qui est extrêmement avantageuse. Elles peuvent s'échanger des gènes. Elles peuvent même aussi se mettre dans des configurations qui leur permettent de rester dans des environnements extrêmement hostiles. Et donc, elles sont finalement aussi notre ancêtre, ces bactéries, puisque c'était la première forme de vie sur Terre. Ces bactéries, on les retrouve partout sur notre Terre, dans les milieux que l'on connaît tous, mais également elles peuvent s'adapter dans des milieux très hostiles. Ça peut être le Sahara, ça peut être un volcan, ça peut être dans les profondeurs des océans. Il n'y a pas un endroit sur la planète où on ne retrouve pas de bactéries. Et donc, que font-elles sur notre planète? Elles respirent, elles décomposent. Vous donnez ici la photo d'une vache parce qu'en fait, ces bactéries qui sont également dans la panse des vaches leur permettent en partie de digérer un élément de l'herbe pour la cellulose. Les bactéries sont également extrêmement nombreuses. Alors elles sont petites et très nombreuses. Elles sont tellement nombreuses que si on prend toute la masse des bactéries, qu'on appelle leur biomasse, elle est équivalente à la biomasse des animaux et des plantes réunies. Donc en termes de masse, c'est extrêmement important. Alors vous allez me dire, quel est le rapport des bactéries aux hommes? Alors, comme vous le savez, nous sommes constitués de différents tissus, tissus au niveau du poumon, du foie, au niveau de la peau. Et ces tissus sont liés à une association de cellules. Et tout notre organisme est composé en fait de milliers de milliards de cellules. Mais notre organisme n'est pas composé que de cellules. Nous avons tous, là, chacun dans la salle, 2 kilos de bactéries. Donc, essentiellement dans le tube digestif, nous avons 2 kilos. Et en nombre, ça correspond au même nombre de cellules, donc des milliers de milliards de bactéries. C'est pour ça que certains ont dit que l'homme, finalement, est un hybride primate-bactérie. Donc, restons humbles. Alors, ces bactéries, chez l'homme, sont extrêmement importantes. Elles nous gardent en vie. Elles nous protègent de différentes façons. Elles nous protègent un peu comme une armure invisible qu'on a sur notre peau, au niveau du système digestif. Et elles ont plusieurs rôles. Elles vont nous aider en fait à fabriquer des vitamines. Elles vont nous aider à digérer. Et surtout, en fait, elles vont aider notre système immunitaire à reconnaître des éléments extérieurs. Elles vont nous protéger aussi contre des bactéries qui sont, elles, pathogènes. Et cette armure invisible, les chercheurs commencent à la connaître de mieux en mieux. Et je suis sûre que vous avez tous entendu le terme de microbiote.
Alors, qu'est-ce que ça veut dire microbiote? C'est un ensemble de micro-organismes qui vivent dans un écosystème donné. Donc, ces micro-organismes, ce sont des bactéries, mais aussi des virus, des champignons. Et les chercheurs ont décrit en premier lieu le microbiote digestif, c'est-à-dire l'ensemble des bactéries que l'on a au niveau du tube digestif. Donc on a des centaines d'espèces différentes au niveau du tube digestif, que l'on appelle le microbiote digestif. Ultérieurement, on a décrit aussi d'autres bactéries au niveau de la peau. Parce qu'en fait, nous ne sommes pas du tout stériles, nous avons plein de bactéries aussi au niveau de la peau qui nous protègent. Et donc on décrit également un microbiote au niveau cutané. Et donc, ces bactéries de la peau sont différentes aussi des bactéries du tube digestif. On décrit le microbiote respiratoire, etc. Et donc, au mieux là, on saura décrire ce microbiote. On verra tout à l'heure que ça va nous donner des pistes aussi pour la thérapeutique du futur. De comprendre comment certaines bactéries qui sont nos amis nous protègent et comment les utiliser aussi au niveau de la thérapeutique. Mais bien sûr, en tout premier lieu, finalement, les bactéries sont plutôt, c'est là où on parle des maladies qu'elles engendrent. C'est comme ça qu'on les connaît en premier lieu, ces bactéries. Alors, j'aurais pu mettre plein d'exemples, j'en ai juste choisi 3. La peste, qui est due à une bactérie, un Yersinia pestis, qui a décimé au Moyen-Âge 25 à 50% de la population en Europe. Donc, une bactérie qui a fait des ravages. Plus proche de nous, la tuberculose. Peut-être que certains d'entre vous ont malheureusement des membres de leur famille qui sont morts de la tuberculose. Et encore aujourd'hui, la bactérie responsable de la tuberculose va entraîner en fait des morts. On estime à 2 millions de morts par année dans le monde. Donc c'est encore une bactérie. Et autre exemple que j'ai choisi, ce sont les bactéries responsables de méningite, comme la méningite à méningocoque, qui peut tuer certains individus. Donc ces bactéries, c'est vrai qu'on les connaît plus sur leur côté pathogène. Alors finalement, maintenant, comment est-ce que l'on peut combattre ces bactéries ennemies? Et donc, je laisse la parole à Raphaël. En fait, si on reprend les statistiques des causes de mortalité dans les années 1900, bon, c'est des statistiques américaines, mais en Europe et en France, c'est à peu près la même chose. Les principales causes de mortalité étaient les maladies infectieuses. Donc on avait les pneumopathies, dont la grippe, la tuberculose, qui est aussi une pneumopathie, et puis ce qu'on appellerait maintenant les gastroentérites et qu'on appelait à l'époque la dysenterie, et notamment la dysenterie bacillaire. Et vous aviez tout en haut de la figure la diphtérie. Donc en fait, ces infections, c'était la principale cause de mortalité ou de décès à cette époque-là. Alors, en fait, avant les antibiotiques, on a découvert quand même un certain nombre de choses. Pasteur a découvert les bactéries. Alors, ce n'était pas le seul. Un corps en Allemagne, à peu près à la même époque, a découvert d'autres bactéries. Alors, c'est vrai qu'à l'époque, on s'intéressait essentiellement aux bactéries pathogènes. Donc, comment dire, plutôt que les bactéries qui ne provoquaient pas d'infection chez l'homme. Mais voilà, donc d'énormes progrès. Avant, on avait des infections, la tuberculose par exemple, mais on ne savait pas du tout que c'était lié à la présence d'une bactérie dans l'organisme. Dans ces années-là, bon, 1850, 1900, il y a aussi beaucoup de progrès en hygiène. Il y a, pour prendre l'exemple de Paris, par exemple, on refait le centre de Paris qui était totalement insalubre. Et comment dire, donc c'est les quartiers haussmanniens, et on refait l'assainissement. Donc les égouts vont moins dans la Seine qu'auparavant. Ils s'y retrouvent quand même un petit peu. Donc il y a de l'urbanisation qui va contribuer aussi à éviter la transmission d'infections. On va découvrir, alors là c'est plus médical, mais on va découvrir l'antisepsie. Donc vous avez un chirurgien anglais qui découvre l'antisepsie. Il opère, je ne sais pas si c'est très visible sur la petite photo, mais il opère dans un brouillard d'acide phénique qui est censé tuer les bactéries pendant l'intervention. Et puis Pasteur, lui, va avoir à peu près à la même époque une idée assez géniale qui est l'asepsie.
En fait, l'asepsie consiste à ne pas introduire de germes au cours d'une intervention chirurgicale. Donc l'asepsie, on introduit des germes et on essaie de les détruire. L'asepsie, on n'en introduit pas. Donc c'est la notion, alors il ne le dit pas comme ça, mais c'est la notion de stérilisation des instruments de chirurgie. Et ces progrès vont permettre de baisser l'incidence des infections. Il va y avoir moins d'infections. Il y a aussi un élément essentiel que j'ai oublié, c'est la vaccination. Alors la vaccination qui date de la fin du XVIIe siècle, mais comment dire, qui fait des progrès. Alors, avant la pénicilline, on a des traitements pour certaines maladies. Alors, bon, même si c'est un petit peu accessoire, vous avez je crois qu'il était pharmacien, Ernest Duchesne, qui, dès 1897, écrit je crois que c'est sa thèse, en fait, il décrit les possibilités thérapeutiques des moisissures lors d'infections bactériennes. En fait, il doit être dans la cavalerie, et il remarque que les chevaux, enfin quand la selle moisit, en fait, les chevaux ont moins d'infections que quand il y a une selle neuve. Et c'est-à-dire, il va travailler sur les possibilités thérapeutiques des champignons, mais sans vraiment aboutir à découvrir, à aller plus loin. Ça va être, je pense que ces travaux vont tomber dans l'oubli assez rapidement. Vous avez le traitement de la syphilis, donc le salvarsan, qui en fait, c'est de l'arsenic. Donc c'est assez toxique quand même. C'est toxique probablement pour la bactérie responsable de la syphilis, mais elle l'est aussi pour la personne qui prend le traitement. Bon. Et puis, comment dire, Félix d'Herelle va inventer quelque chose dont Rosen vous reparlera tout à l'heure, la phagothérapie. Donc on est en 1917, et il va utiliser la phagothérapie, donc qui est l'utilisation de virus spécifiques, donc dans le traitement de la dysenterie bacillaire. Donc c'était des choses, alors je pense que c'est surtout le traitement de la syphilis qui n'était pas proprement parlé un antibiotique, mais qui fonctionnait bien. Et puis, en 1928, vous avez un Anglais, donc Alexander Fleming, qui va découvrir un tout petit peu par hasard dans son laboratoire la pénicilline. Alors en fait, bon, là vous voyez Fleming dans son labo, comme dans tous les laboratoires de bactériologie de l'époque, et peut-être même un petit peu après, c'est le bordel. Il y a des boîtes de pétri, donc, sur lesquelles on cultive des bactéries. Donc c'est des boîtes qui à l'époque étaient en verre, maintenant elles sont en plastique, dans lesquelles on coule un milieu qui est nutritif pour les bactéries. Donc en fait, ce que fait Fleming, c'est qu'il a ensemencé, donc c'est ce que vous voyez sur la boîte qui est bleue, il a ensemencé un staphylocoque. Il part en week-end et quand il revient, il y a un champignon qui s'est déposé sur la boîte, qui a poussé. Donc ce champignon, c'est un champignon très courant, un pénicillium, hein, genre de champignon qu'on voit quand il y a des fruits qui pourrissent ou dans le roquefort, Penicillium roqueforti pour le roquefort. Et comment dire, il remarque une zone, alors qu'on va appeler une zone d'inhibition. La bactérie, le staphylocoque, ne pousse pas à proximité du champignon microscopique. Et donc Fleming se dit, ce champignon sécrète une substance qui inhibe la pousse de la bactérie. Alors il va chercher même pendant longtemps, sans jamais personnellement réussir à découvrir cette substance qui inhibe la bactérie. En fait, il va falloir attendre une dizaine d'années et que des collègues à lui, Chen et Floret, purifient la pénicilline. La purification va la rendre plus stable et moins toxique et va surtout permettre de produire la pénicilline à grande échelle. Alors, à l'époque, Fleming, il a utilisé de la pénicilline, donc c'était une substance qui était très compliquée à fabriquer, parce qu'on filtrait en fait des moisissures, et c'était tellement compliqué que les gens qu'on traitait avec de la pénicilline, on filtrait leurs urines et on leur redonnait le filtrat d'urine pour les traiter.
Donc c'était pas très agréable, mais bon, un peu d'urine ou la mort, à choisir, on va le faire, on va prendre les urines, mais c'était un petit peu comme ça. Donc 1939, on produit à grande échelle de la pénicilline, on est capable de la produire à grande échelle. Alors les trois compères, là, Cheyne, Florey et Fleming, vont avoir le prix Nobel pour leurs travaux et leurs découvertes. Dans un premier temps, la pénicilline va être utilisée dans des applications militaires. C'est-à-dire, on préfère réserver ça aux militaires que de l'utiliser pour les civils. Et puis, dans les années, on va dire 44, il y a un cabaret qui brûle, une boîte de nuit qui brûle à New York, et l'industrie pharmaceutique qui produit la pénicilline, à titre compassionnel, autorise l'utilisation chez des brûlés. Et donc, c'est à partir de ce moment-là qu'on va utiliser très largement la pénicilline, donc chez qu'elle va être commercialisée on va dire dans le monde entier, on va dire aux États-Unis et en Europe, parce que je ne pense pas que les pays à côté en avaient beaucoup. Alors en fait, on parle à l'époque du miracle des antibiotiques. On parle du miracle des antibiotiques parce que pour les infections comme la dysenterie bacillaire, toutes les infections bactériennes, on passe d'une mortalité 60% à une mortalité de moins de 5%. C'est vraiment fantastique. C'est la première fois et probablement la seule fois qu'un traitement permet de sauver des vies à si grande échelle. Et c'est visible, quoi. Hein. Je vais dire, vous avez une pneumonie, vous prenez de la pénicilline et une semaine après, vous êtes sur pied. Avant, il fallait mettre un cierge et puis... Donc là, c'est vraiment un succès. Et si on reprend, en fait, donc là, on parle à l'époque de miracle des antibiotiques, et tous les progrès de l'hygiène, tout ce dont je vous ai parlé, et les antibiotiques, vont faire qu'actuellement, les infections ne représentent plus que moins de 2% des causes de décès, donc là aux États-Unis et probablement aussi chez nous. Et vous voyez, ça a été supplanté par les maladies cardiovasculaires et les cancers. Alors, donc l'espérance de vie, donc vous voyez, passe de 45 ans en 1900 à 2016 en 83, et les antibiotiques ont probablement contribué à cette augmentation de l'espérance de vie. Alors, il y a quand même un petit problème, c'est que, alors sur ce tableau, ce que vous voyez en vert, c'est la date de commercialisation d'un antibiotique. Donc sur le premier, vous voyez la pénicilline, et en bas, vous voyez la pénicilline donc commercialisée dans les années 45. Et la première flèche, enfin la pointe de la flèche, c'est l'année où on a décrit la première résistance à cet antibiotique. Alors ça ne veut pas dire que l'antibiotique ne peut plus être utilisé, ça veut dire qu'on est capable de repérer des bactéries qui ne sont plus sensibles à cet antibiotique. Alors, je ne vais pas vous faire tout le tableau parce que ça sera un peu compliqué, mais ce que vous voyez, c'est que la pénicilline, il a fallu moins de 10 ans pour qu'on décrive la première résistance à cet antibiotique. Vous avez des antibiotiques comme l'érythromycine, la vancomycine, pour lequel il a fallu plus de 30 ans pour décrire les premières résistances. Et puis, j'allais dire, les derniers antibiotiques qui ont été découverts, ils sont à peine commercialisés qu'on a déjà des résistances. Alors, c'est peut-être dû au progrès, on s'y intéresse peut-être plus, mais en tout état de cause, on a un phénomène qui s'accélère et qui devient très inquiétant. Alors, pourquoi on en parle aujourd'hui et qu'on n'en parlait pas il y a 20 ans ou il y a 30 ans? Parce que, en fait, au tout début, c'est l'euphorie. Je vais dire, c'est l'euphorie, on sauve des vies. Certes, il y a des résistances qui apparaissent, mais la recherche donne de très très bons résultats. Et chaque fois qu'il y a une résistance qui apparaît pour un antibiotique, l'industrie pharmaceutique sort un nouvel antibiotique. Donc, je vais dire, tout le monde est heureux. Les malades parce qu'ils sont soignés, les médecins parce qu'ils soignent les malades, personne ne se pose de questions. Alors personne ou pas grand monde, parce que vous avez Fleming
qui, dès les premières commercialisations de la pénicilline, a quand même mis en garde les gens en disant si on ne fait pas attention si on n'utilise pas la pénicilline de façon parcimonieuse, eh ben, dans quelque temps, on ne pourra plus l'utiliser. Donc lui, il avait déjà observé des phénomènes de résistance dans son laboratoire, probablement. Et puis, j'allais dire, vous avez un monsieur dont je parle aujourd'hui parce qu'il est décédé l'année dernière. Alors certes, ils ont un peu le même nœud papillon, ils ont la même chemise, mais Stuart Levy, il a passé sa vie à alerter l'opinion publique sur les phénomènes de résistance. Et dans les années 70, alors que personne ne parle de résistance des antibiotiques, tout le monde s'en fiche un petit peu, eh ben, il écrit un bouquin qui s'appelle « Le paradoxe des antibiotiques », qui est traduit en français. Et ce livre décrit exactement la situation dans laquelle on se trouve actuellement. Juste une petite chose, une des premières publications donc, dans les années 70 de Stuart Levy, c'est qu'il fait un rapport entre quelque chose dont Rosanne va vous parler, c'est l'utilisation d'antibiotiques dans les élevages d'animaux et l'apparition de résistance chez les éleveurs. Donc en fait la modification du microbiote digestif chez les éleveurs. Et donc, c'est vraiment une publication géniale sur ce sujet. Donc, on va voir que des antibiotiques ont été mis sur le marché et à chaque fois, les bactéries peuvent devenir résistantes aux antibiotiques. Donc, comment est-ce qu'elles font? Alors, pour illustrer ce qu'elles font, j'ai choisi de vous présenter un petit film. Il ne dure pas très longtemps, hein. C'est pas Star Wars, ne vous en faites pas. Donc, c'est un petit film où les chercheurs se sont demandé comment est-ce qu'on pouvait expliquer que les bactéries puissent survivre alors qu'elles étaient en contact avec les antibiotiques. Et pour ce faire, ils ont utilisé une boîte de pétri géante. Voilà, ça marche. Donc, c'est une boîte de pétri géante dans lequel ils vont faire pousser une bactérie qui s'appelle Escherichia coli. Vous avez peut-être entendu parler de cette bactérie, puisqu'en fait c'est la bactérie qui donne des infections urinaires en particulier. Et donc dans cette grande boîte, ils vont mettre des concentrations croissantes d'antibiotiques de la périphérie vers le centre de chaque côté. Donc ici, il n'y a pas d'antibiotiques, et au fur et à mesure, on va mettre des doses croissantes d'antibiotiques. Et on va mettre à pousser des bactéries, d'abord sur les zones sans antibiotiques. Donc vous allez voir, les bactéries vont apparaître en blanc sur ce petit film. Donc logiquement, dans la zone où il n'y a pas d'antibiotiques, elles vont se multiplier très rapidement. Attention, elles arrivent sur une zone où il y a des antibiotiques. Qu'est-ce qui va se passer? Regardez bien. Les bactéries se multiplient quand même à partir d'une bactérie qui va muter de chaque côté. Et une fois que la bactérie elle a muté, elle donne des bactéries filles qui se multiplient allègrement dans cette zone d'antibiotiques. Zone d'antibiotiques où la concentration est plus élevée. Que se passe-t-il? Même chose, une bactérie mutante. Et zone d'antibiotiques encore plus importante. Est-ce que ça les gêne? Est-ce qu'on les arrête? Jamais. On ne les arrête jamais. Donc ça, c'est vraiment la chose principale à retenir. On ne peut pas les arrêter, quelle que soit la concentration d'antibiotiques comme vous voyez. Ce film, il a été tourné en combien de temps, à votre avis? 4 jours. Voilà, c'est ça, 11 jours. Hein. Et donc, on voit ici les bactéries mutantes qui apparaissent. Ce phénomène nous explique un peu mieux comment, en fait, les bactéries arrivent à survivre face aux antibiotiques. Et c'est vrai que l'OMS a tiré la sonnette d'alarme parce qu'on retrouve des bactéries comme Escherichia coli, comme d'autres bactéries qui ont des propensions justement à muter et à se propager et donc qui sont inquiétantes pour l'avenir. Alors, ces mécanismes de résistance sont sous-tendus par des phénomènes génétiques. Vous avez ici sur cette diapositive représentée en vert une bactérie qui, pour se multiplier, elle se divise en deux, donne deux bactéries. Et donc, lors de ces multiplications au niveau également génétique, vous allez avoir des erreurs de recopiage du matériel génétique et apparition de mutations.
Donc certaines mutations ne vont rien engendrer dans la bactérie, d'autres vont être néfastes pour elle, mais d'autres mutations vont en fait l'aider à survivre dans un milieu donné, comme par exemple un milieu qui contient des antibiotiques. Et donc c'est un phénomène de sélection naturelle qui, donc ça illustre bien ce phénomène de sélection naturelle de Darwin. Alors, finalement, dans notre corps, comment ça se passe? Donc, vous avez ici représenté un individu et en bleu ici, avec des points gris, des bactéries de son tube digestif. Je vous dis, on a plus d'1 kilo, 2 kilos, voire 2 kilos. Donc, au milieu de ce tube digestif, en rouge, une bactérie peut être déjà résistante d'emblée à un antibiotique qu'on appellera A. Pour une raison ou pour une autre, la personne est atteinte d'une angine due à une bactérie, parce que le médecin, il est allé voir le médecin, il a fait le streptotest, c'est pas un virus, c'est une angine. Donc on va prescrire des antibiotiques et vous allez recevoir de l'amoxicilline. Donc l'amoxicilline, son but c'est de tuer la bactérie responsable de l'angine. Elle va tuer le streptocoque, on est constant, les signes, les symptômes diminuent. Mais cet antibiotique va aussi diffuser finalement dans tout l'organisme et va avoir un impact aussi au niveau des bactéries du tube digestif. Et il va pouvoir sélectionner en fait des bactéries résistantes à cet antibiotique, puisqu'il a diffusé partout. Et imaginons, pas de chance, que la même personne soit quelque temps après victime d'une infection pulmonaire au pneumocoque. On prescrit également le même antibiotique, l'amoxicilline. Et donc là, sous ce traitement, forcément, on avait déjà sélectionné des bactéries résistantes, et là on va encore en sélectionner davantage, comme vous voyez, en rouge et en orange, au niveau du microbiote digestif. Donc, on est bien sûr guéri de l'infection de l'angine, on est guéri de l'infection au niveau pulmonaire, mais au niveau du tube digestif, on a sélectionné, forcément, comme ça diffuse partout, des bactéries qui sont résistantes à l'amoxicilline. Donc, peut-être que ça va voir la plupart du temps, même ça n'a aucun impact. Mais si la consommation d'antibiotiques devient très importante, on peut bien imaginer que ça peut avoir un impact au niveau du tube digestif. Et tout à l'heure, Raoul va nous montrer aussi comment en fait ces bactéries, au niveau d'un individu, peuvent se propager à d'autres individus. Il est important aussi de comprendre comment en fait les bactéries peuvent transmettre leur mécanisme de résistance. On distingue globalement deux modes de transmission, un mode de transmission que l'on dit vertical. Donc ici, vous avez toujours la bactérie mère, les bactéries filles, et ici en rouge, vous avez une mutation. Donc, lorsqu'il y a une multiplication de la bactérie, elles vont transmettre la résistance à l'antibiotique à leur bactérie filles. C'est ce qu'on appelle une transmission verticale. Et autre façon de transmettre cette résistance aux antibiotiques, c'est ce qu'on appelle cette fois-ci une transmission horizontale. Donc vous voyez cette fois-ci les bactéries représentées en vert, leur matériel génétique est en rouge, et vous avez un autre matériel génétique qui est un cercle qu'on appelle un plasmide. Et ce plasmide peut contenir des résistances aux antibiotiques. Il peut être responsable de résistance aux antibiotiques. Et comme vous voyez juste en dessous, ce plasmide peut être transmis à une autre bactérie juste par un pont, en fait, un système de pont. Attends, je sais pas si ça... Voilà, juste ici, vous voyez, le plasmide va être transmis à une autre bactérie, soit d'une même espèce, mais au niveau de l'antibiotique, ça peut être aussi d'une espèce différente. Et donc là, vous allez avoir un mécanisme de transmission horizontale pour la résistance. Donc, finalement, comment est-ce que l'on peut définir cette antibiorésistance? C'est la faculté des bactéries à résister aux antibiotiques. Les antibiotiques ne détruisent plus alors la bactérie, si elle est résistante, et ne permettent plus la guérison. On parle parfois, vous avez entendu ce terme, de bactéries multirésistantes, résistantes à plusieurs antibiotiques, ou parfois on utilise aussi le terme de superbactéries, ou de bactéries tautorésistantes. Cette fois-ci, la bactérie est résistante à tous les antibiotiques qui sont mis sur le marché. Alors, quelles sont les causes de la résistance? Je pense que vous les connaissez, les causes de la résistance.
Alors, dans les pays du Sud, comme on dit, une des causes de résistance, c'est l'absence ou l'hygiène qui n'est pas optimale. Chez nous, cette résistance vient surtout de deux éléments. Une prescription excessive d'antibiotiques en santé humaine et une prescription d'antibiotiques excessive en santé animale. Alors, pourquoi utilise-t-on des antibiotiques chez les animaux? Alors, pour les traiter d'une maladie, certes, mais vous savez aussi que certaines familles d'antibiotiques ont été utilisées largement chez les animaux comme des facteurs de croissance, parce que ça accélérait la prise de poids et le rendement aussi pour ces animaux. Et heureusement, depuis 2006 signe l'entrée en vigueur de l'interdiction dans toute l'Union européenne de l'utilisation des antibiotiques comme facteur de croissance dans l'alimentation animale. Donc j'insiste bien, c'est en Union européenne. Et dans d'autres pays, le Canada, les pays du Canada, attention, là, les règles ne sont pas les mêmes. Donc quand vous mangez de la viande, vous regardez bien d'où elle vient. Dans d'autres pays, les antibiotiques sont toujours utilisés comme facteurs de croissance. Donc, globalement, on a une surconsommation d'antibiotiques dans les élevages. Mais on a aussi une surconsommation d'antibiotiques en santé humaine. Et donc, vous voyez ici sur cette carte la consommation d'antibiotiques dans les pays de l'Union européenne, qui est rapportée au nombre d'habitants. Donc, plus la couleur est foncée, plus la consommation d'antibiotiques est importante. Alors, comme je suis sûre que vous êtes très fort en géographie, alors, qu'est-ce qui arrive en tête en rouge? La France, l'Espagne, Pologne, la Roumanie, elles sont très forts, et la Corse. Donc, vous voyez, c'est la Corse ou la Sardaigne? on est sur le podium des données d'âge. Donc là, on a beaucoup de progrès à faire. Donc ici, sur le graphe plus à droite, voilà. Ici, on a la France, tous les pays que vous avez cités, et ici, on a la moyenne des pays de l'Union européenne. Et je ne vous ai pas mis tous les autres pays, mais vous voyez bien que dans les pays du Nord, ils sont meilleurs. C'est-à-dire qu'ils consomment moins d'antibiotiques. Alors, finalement, qu'est-ce que ça représente? En 2018, en France, il a été vendu 728 tonnes d'antibiotiques destinés à la santé humaine. En santé animale, 471 tonnes d'antibiotiques ont été vendues. Et donc, cette différence entre santé humaine et animale est très variable aussi suivant les pays d'Europe. En santé animale, 95% de ces antibiotiques ont été administrés pour des animaux d'élevage et pour 5% pour des animaux de compagnie. Et pour les antibiotiques, 93% étaient à destination de la ville et 7% ont été prescrits en établissement de santé. Vous voyez, en termes de tonnes, c'est extrêmement important. Donc ça, c'est les chiffres sur une année. Alors, Raoul va poursuivre sur la propagation de la résistance. Sur ce schéma, en fait, ce schéma va synthétiser tout ce qui se passe avec des bactéries, comment on peut se transmettre les bactéries résistantes. Alors, vous prenez des animaux, comment dire, quand un animal est malade dans un élevage, il n'est pas rare, même si actuellement on essaye de moins le faire, mais il n'est pas rare que l'ensemble du cheptel soit traité. Donc, il n'est pas rare que les animaux d'élevage, notamment les ovins, aient des bactéries qui soient résistantes. Donc, les animaux ont des bactéries résistantes, leur fumier va être utilisé comme engrais, notamment pour faire pousser des légumes, qui vont être éventuellement consommés crus. Et donc là, il peut y avoir une transmission vers l'homme.
Et donc un humain qui s'est contaminé, alors pas tellement en mangeant les animaux, mais surtout en mangeant des crudités, peut retourner chez lui et transmettre cette bactérie multirésistante au sein de la famille. Alors c'est pas quelque chose qui est c'est pas un mode de transmission qui fonctionne très très bien dans la famille, mais c'est déjà décrit. Alors on peut avoir aussi le même phénomène, vous avez une infection, c'est ce que décrivait Rosen tout à l'heure, vous avez une infection, on vous donne des antibiotiques, vous sélectionnez une bactérie multirésistante dans le tube digestif et puis vous pouvez le diffuser dans la famille. Alors, un mode de transmission qui marche quand même beaucoup mieux, je vais vous expliquer pourquoi ça fonctionne mieux, c'est à l'hôpital. Vous avez donc beaucoup de gens qui ont des antibiotiques, beaucoup de gens qui ont des bactéries multirésistantes, donc sélectionnées. Et en fait, les gens qui sont hospitalisés, ils ont des soins et lors des soins, on peut transmettre si on oublie de se désinfecter les mains, par exemple, on peut transmettre la bactérie du voisin chez une autre personne. En fait, dans une famille, en règle générale quand même, les gens sont bien portants. Alors qu'à l'hôpital, les gens ont beaucoup plus d'antibiotiques. Donc c'est pour ça que l'hôpital est un foyer, une zone dans laquelle on va concentrer les bactéries multirésistantes. Et d'ailleurs, on ne s'y trompe pas, hein. Les bactéries résistantes sont d'abord apparues dans les hôpitaux. On les a vues apparaître dans les années 70 dans les réanimations. Progressivement, elles ont touché l'ensemble des services de l'hôpital et actuellement, on a des gens qui n'ont jamais été hospitalisés et qui sont porteurs de bactéries multirésistantes. Donc en fait, on est passé de l'hôpital, de services de réanimation, vers l'ensemble de la communauté. Il y a un phénomène nouveau, c'est le phénomène des voyages. Donc on en revient à l'exemple que décrivait Rosen tout à l'heure. Une personne qui voyage et qui va être hospitalisée dans un pays dans lequel on fait peut-être moins attention qu'en France aux antibiotiques et cette personne va revenir de son voyage avec une bactérie multirésistante. Alors ça marche surtout bien quand on est hospitalisé, mais dans certains pays, il y a, par exemple en Inde, il y a une grande porosité entre les réseaux d'évacuation et les réseaux d'eau potable. Ce qui fait qu'il y a quand même un passage de bactéries, enfin l'eau est à la limite du non potable là-bas, mais en tout cas elle contient beaucoup de bactéries multirésistantes. Donc le phénomène de voyage, tout le monde voyage maintenant. C'est-à-dire tout le monde voyage, on va de plus en plus loin, on aime bien aussi faire des treks dans des pays improbables et on acquiert des bactéries multirésistantes. Je vous en reparlerai tout à l'heure. Alors en fait, les bactéries résistantes aux antibiotiques vont se retrouver dans l'environnement. Et il y a de plus en plus d'études qui montrent que dans les eaux usées, on va retrouver donc, des bactéries multirésistantes, alors plutôt d'origine animale en zone rurale et d'origine humaine en zone urbaine. Donc ça se retrouve, alors vous allez me dire, mais on ne déverse pas les eaux d'égout comme ça dans les rivières. Certes, il y a des stations d'épuration qui permettent de faire baisser le taux de bactéries résistantes ou pas qu'on va retrouver dans l'environnement, mais on en relargue un tout petit peu. Et il y a des études qui montrent que dans les rivières, on retrouve des bactéries multirésistantes. Donc ces bactéries, l'eau des rivières va être utilisée pour arroser les champs et donc se retrouve possiblement dans les cultures. Alors il y a une étude, alors je la mets parce que elle est un peu anecdotique, mais ça illustre bien, une étude qui a été faite dans le sud de l'Angleterre. Ils ont pris des surfeurs, ils ont prélevé leur microbiote intestinal et ils l'ont comparé à des sportifs du même âge, mais qui ne font pas de surf, des cyclistes et des gens qui courent à pied. Et en fait, ils se sont rendus compte que les surfeurs avaient beaucoup plus de bactéries multirésistantes que ceux qui faisaient d'autres sports, et que le pourcentage de surfeurs ayant des bactéries multirésistantes dépendait
de la proximité d'une zone d'évacuation d'eau usée. Donc en fait, on en retrouve dans la mer. Donc probablement qu'ils boivent la tasse et puis paf. Alors là, ça va être un petit peu plus compliqué. Alors, on est capable... Il y a plusieurs choses dans mon schéma. Je ne vais pas vous embêter avec le nom des bactéries. Il y a probablement des bactéries que vous connaissez. Mais en fait, parmi les bactéries, il y a des bactéries qui sont vraiment d'origine humaine. Le staphylocoque, on en a sur la peau. Vous avez les entérobactéries, c'est toutes les bactéries du tube digestif. C'est un terme générique pour nommer les bactéries du tube digestif. Et en fait, donc ces bactéries du tube digestif, vous voyez ce petit bonhomme là, ce sont des bactéries qui sont certes résistantes, elles sont dites multirésistantes, mais on peut les traiter assez facilement. Et puis, ce que j'ai mis en rouge, c'est aussi des bactéries d'origine humaine, des bactéries du tube digestif, mais qui sont résistantes à quasiment tous les antibiotiques. Alors, en fait, ces bactéries-là qui sont en rouge, et vous verrez ce petit logo dans mes diapositives qui vont suivre, sont des bactéries qu'on ne peut plus traiter simplement. En fait, on ne peut plus donner un seul antibiotique, on est obligé souvent de donner des associations d'antibiotiques pour traiter les gens qui sont malades et qui sont infectés avec ces bactéries. Et puis à côté de ça, vous avez des bactéries de l'environnement, dont certaines sont très résistantes. Hier, dans la presse, je voyais qu'en Belgique, il y a un hôpital qui est confronté à une épidémie de bactéries multirésistantes, et c'est un Acinetobacter baumannii. Bon, c'est une bactérie de l'environnement qui peut provoquer des infections, notamment chez des gens qui sont immunodéprimés, mais c'est surtout les bactéries d'origine humaine et notamment d'origine digestive qui posent un problème actuellement et qui permettent la diffusion de ces bactéries d'un individu à l'autre. Alors là, je vais vous montrer, tout à l'heure Rosen vous montrait des cartes de l'Europe sur la consommation d'antibiotiques, et moi je vais vous montrer des cartes de l'Europe avec différents antibiotiques. Donc là, on est sur des bactéries qui sont certes résistantes, mais pas trop. Donc c'est le staphylocoque doré. Pour les plus anciens, je vois qu'il y a pas mal d'anciens, le fils de Pardieu avait eu une infection avec cette bactérie, et c'est l'archétype de la bactérie multirésistante d'origine hospitalière. Donc c'était celle dont on parlait dans les années 70-80. Voilà. Alors en fait, j'espère qu'il n'y a pas trop de daltoniens dans la salle, mais ce qui est en rouge, c'est pas bien. Je vais m'intéresser surtout à la France. Et puis, ce qu'on voit, c'est qu'en 2002, la France est en rouge. En 2005, elle est encore en rouge. Et puis en 2010, on est en orange, c'est-à-dire qu'il y a moins de SARM, de Staphylococcus aureus résistants aux antibiotiques, par rapport à 2000. Donc on a fait des progrès, et c'est vrai que c'est une bactérie d'origine essentiellement hospitalière, et j'allais dire, on se désinfecte mieux les mains à l'hôpital, on fait plus attention aux antibiotiques, et donc on voit cette bactérie qui diminue. Alors vous voyez toujours ce fameux gradient nord, un peu vertueux, et puis sud, où on est un petit peu plus... fait un peu moins attention. Alors, un peu la même chose, je vais m'attarder sur la France. Donc vous voyez ici, on est sur de l'Escherichia coli, donc qui provoque des infections urinaires. C'est une bactérie qu'on dit d'origine communautaire, c'est-à-dire que c'est une bactérie qui est responsable d'infections urinaires, mais en dehors de l'hôpital essentiellement. En 2003, 1% de résistance, et en 2015, 11%. Klebsiella pneumoniae, c'est une infection, une bactérie qui provoque des infections en réanimation. Des infections souvent pulmonaires, mais ça peut donner aussi des infections urinaires. Donc essentiellement en réanimation. Et là, 2% en 2003, 30% en 2015. Donc on voit la progression. Donc je vous ai mis la bonne diapo tout à l'heure, maintenant on va voir des diapos un peu moins bonnes. Alors là, on est sur le fameux logo, sur des bactéries qui sont hyper résistantes. Je vais dire... hyper résistantes, et en fait, alors, c'est un phénomène qui est émergent, il y en a très peu, mais ce que l'on voit, c'est entre 2012 et 2017 ou 2018, une augmentation faramineuse du nombre de signalements. Alors juste les signalements, c'est des signalements qui sont d'origine hospitalière,
Un signalement, ça peut être un cas, mais ça peut être 100 cas aussi, quand il y a une épidémie. Et donc, on voit, et donc là, c'est uniquement les signalements. Donc, j'allais dire, on a cette augmentation qui est assez impressionnante. Donc, une bactérie hyper résistante, alors, la résistance, en fait, c'est, comment dire, la dernière famille d'antibiotiques qu'on a inventée, c'est les carbapénèmes. Bon, après, il y a eu quelques petits progrès, mais on va dire, si on parle de grande famille, les carbapénèmes. Et ça, ce sont des bactéries qui sont devenues résistantes à cette famille d'antibiotiques. Et donc, c'est pour ça que je vous dis, c'est très compliqué de traiter les gens. Et ce que l'on voit, alors là, je ne m'intéresse pas à la France, parce que la France est assez vertueuse quand même par rapport à ça. On fait beaucoup d'efforts pour empêcher la transmission de ces infections, enfin de ces bactéries, notamment au sein des hôpitaux. Mais vous retrouvez, alors en 2008, vous voyez, il y a la Grèce qui consomme beaucoup d'antibiotiques et il y a beaucoup de transmission. Alors en Grèce, ils ont eu aussi des problèmes économiques que personne n'ignore. Et donc le système de santé grec s'est un peu effondré. Ils n'avaient plus de médicaments, ils n'avaient plus de solutions hydroalcooliques dans les hôpitaux. Il n'y avait même plus de draps pour mettre dans les lits, donc c'était un peu compliqué. Et ce que vous voyez, donc 2008, c'est essentiellement la Grèce, et puis en 2018, aussi vous avez l'Italie. Et l'Italie a été confrontée à son système de santé, a été mis en difficulté. Donc en fait, la France, et il n'y a pas beaucoup de cette résistance en France, mais il y a des pays proches qui en ont beaucoup. Alors, là, j'ai repris un article du Monde, là, il y a 10 jours, dans lequel ils disent, qu'est-ce qu'ils mettent, les touristes patients à risque, car parfois porteurs de germes multirésistants. Donc, alors, cette étude montre, en fait, on prend des gens qui vont partir en voyage. Alors, c'est une étude qui est faite dans le nord de l'Europe, donc ils prennent des personnes, je vous dis, qui partent en voyage organisé. Ils leur font un dépistage digestif pour rechercher les bactéries multirésistantes dans le tube digestif avant le départ. Donc si les gens n'ont pas de bactéries multirésistantes, ils sont inclus dans l'étude. S'ils en ont, ils sont exclus. Et puis, on va les retester à leur retour de voyage. Donc, en fait, si on prend l'Amérique du Sud, il y en a 33% qui reviennent avec une bactérie multirésistante d'un voyage en Amérique du Sud, 48% quand c'est dans un pays africain, et 72% en Asie du Sud-Est, donc en Thaïlande par exemple. Donc, je vais dire, il vaut mieux rester en France, je dis franchement. Mais bon, ça c'est un avis personnel. Alors, juste une petite chose quand même, c'est que ces personnes les personnes qui étaient positives ont été retestées plusieurs mois après. Les gens qui étaient en bonne santé, au bout de 3-4 mois, se débarrassaient de cette bactérie. En tout cas, on n'était plus capable de la mettre en évidence. Ceux qui avaient des traitements antibiotiques, des pathologies chroniques et qui devaient prendre des antibiotiques assez régulièrement, un an après, ils étaient toujours porteurs de cette bactérie. Alors, quel est l'impact de la résistance des bactéries aux antibiotiques? Et c'est là, je pense que ça va nous poser des problèmes. Alors, les infections à bactéries résistantes sont plus difficiles à traiter que les autres. En fait, on est obligé de faire des antibiogrammes pour se rendre compte que, pour cibler le meilleur antibiotique. Les soins, donc de plus en plus difficiles à traiter, ça entraîne une surconsommation d'antibiotiques, donc il y a une espèce d'effet d'entraînement. Plus on a des bactéries multirésistantes, plus on consomme d'antibiotiques, plus c'est compliqué. Il faut faire vite, c'est ça? Ça coûte de plus en plus cher. Alors, ce n'est pas les antibiotiques qui coûtent de plus en plus cher, parce qu'ils coûtent de moins en moins cher, les antibiotiques. C'est en fait les durées d'hospitalisation. On a à l'hôpital des patients qui sont infectés par des bactéries multirésistantes et qui restent 6 mois, 7 mois hospitalisés à cause de ces bactéries. Donc, c'est ça qui coûte cher. Et on augmente le risque de mortalité. Donc, plus la bactérie est résistante, moins les antibiotiques fonctionnent, plus on a des risques de décéder d'une infection. Et puis, un autre phénomène. Alors, vous savez peut-être, quand on opère les gens, notamment, par exemple, quand on pose une prothèse de genou, quand on pose une prothèse de hanche, on donne, avant l'intervention, au tout début de l'intervention, on donne ce qu'on appelle une antibioprophylaxie, un antibiotique pour éviter les infections. Et en fait, plus les bactéries vont devenir résistantes aux antibiotiques,
et moins cette antibioprophylaxie fonctionnera. Et donc, il y a déjà des études qui montrent l'effet de, si on vous donne un antibiotique en prophylaxie et que la bactérie qui vous infecte est résistante, eh bien, vous avez beaucoup plus de risques d'avoir des complications. Et ça, c'est déjà décrit. Et en fait, il y a, il y a même certains chirurgiens qui probablement n'opéreront plus des gens de peur d'avoir une infection. Et puis, pour les gens qui sont immunodéprimés, notamment les gens qui ont des leucémies, eh ben, donc on leur donne des chimiothérapies qui vont rendre leur système immunitaire complètement inefficient. Et ces patients, ils sont très fragiles, ils font souvent des infections. Et donc, dès qu'ils ont de la fièvre, on leur donne des antibiotiques. Et en fait, eh ben, si l'infection est due à une bactérie multirésistante, eh ben, l'antibiothérapie qui fonctionne sera beaucoup moins efficace. Et en fait, on estime, si vous voulez, pour les patients qui ont des leucémies aiguës, qui ont des greffes de moelle, qu'un retard de quelques heures à une antibiothérapie qui fonctionne peut entraîner le décès de ces patients. Et donc, tout ce qu'on a gagné ces 20 ou 30 dernières années en traitement des leucémies, on pourrait le perdre à cause de la résistance aux antibiotiques. Alors, en fait, il y a des études qui ont montré, c'est des modèles mathématiques, hein, mais actuellement, il y a 700 000 personnes qui décèdent d'infections liées à des bactéries multirésistantes dans le monde. Et si les choses évoluent de la même façon, en 2050, ça sera 10 millions. Et à ce moment-là, la mortalité par infection sera la première cause de mortalité, et on retourne dans les années 1900. Et puis, j'allais dire, c'est un économiste qui a fait ce rapport. Il estime que ces bactéries, donc en 2050, pourraient coûter au produit intérieur mondial, brut mondial, 100 milliards de dollars américains. Et donc, si vous voulez, ça pourrait coûter une fortune, et c'est pour ça que les politiques actuellement s'y intéressent. C'est une des raisons pour lesquelles on s'y intéresse, parce que ça pourrait faire perdre beaucoup d'argent. Quelles sont les solutions qu'on peut apporter ? Alors, est-ce que finalement, il y a d'autres familles d'antibiotiques qui vont arriver sur le marché ? Donc, sur cette carte, vous voyez l'apparition des antibiotiques, de différentes classes d'antibiotiques sur le marché. Donc, les classes d'antibiotiques, on voit bien qu'elles sont apparues surtout entre les années 40 et 90, vraiment des classes différentes d'antibiotiques qui apparaissent sur le marché. Et puis, vous voyez, au fur et à mesure qu'on avance dans le temps, c'est le désert pour les nouvelles classes d'antibiotiques. Donc, ceci est dû à différentes raisons, mais en particulier au fait que aussi l'industrie pharmaceutique va moins investir dans ces antibiotiques, puisqu'à chaque fois qu'il y a un nouvel antibiotique, de toute façon, on va sélectionner des bactéries résistantes, et donc on va devoir donner cet antibiotique à un tout petit nombre de patients, et il n'y aura pas retour sur investissement de la recherche et du développement. Bon, ceci dit, on utilise quand même, on recherche quand même des pistes de nouveaux antibiotiques, en particulier en recherchant dans des végétaux, dans des structures de biodiversité, pour voir si on ne trouve pas de nouvelles molécules. Alors, autre piste prometteuse, ce sont les virus. Alors, les virus, vous allez me dire, qu'est-ce que vous connaissez comme virus ? C'est celui-là qu'on connaît tous les ans, le virus du sida. Mais vous avez aussi des virus des bactéries. Et les virus des bactéries, c'est ce qu'on appelle les phages, les bactériophages. Phages parce qu'elles mangent les bactéries. Donc vous voyez sur cette photo, en bleu est symbolisée la bactérie et en dessous c'est en jaune. Et donc les phages sont représentés ici en rouge. Donc ces phages vont être spécifiques d'une bactérie donnée, ça c'est très important comme notion. Et elles vont en fait s'amarrer, comme on voit ici entre la diapositive en bas, sur la bactérie. Et ensuite, une fois qu'elles s'amarrent, elles vont injecter leur matériel génétique. Elles vont profiter du matériel de la bactérie pour se multiplier et littéralement exploser la bactérie et infecter ensuite d'autres bactéries. Ce sont les bactériophages. Donc on en retrouve partout dans la nature et on commence un petit peu à mieux les connaître. Et actuellement, donc, des essais thérapeutiques ont lieu, en particulier en utilisant ces bactériophages chez des patients qui sont brûlés. Et sur ces brûlures, on retrouve en particulier une bactérie Pseudomonas aeruginosa qui parfois est très résistante.
Et donc on commence à utiliser ces bactériophages sur ce type de brûlure et aussi sur d'autres types d'infections. Le premier essai après n'a pas été aussi convaincant qu'on le pensait. Et on pense que c'est parce que la quantité de bactériophages qu'on a mis au niveau de ces pansements, où étaient les bactéries, était peut-être pas optimale. Au niveau de la méthodologie pour fabriquer ces bactériophages, c'est assez compliqué. Mais le concept est très intéressant et en fait d'autres études sont actuellement en cours. Donc, affaire à suivre. On a vu des virus qui combattent les bactéries, mais il y a aussi des bactéries qui peuvent combattre d'autres bactéries. Et vous avez peut-être entendu parler de la transplantation du microbiote fécal. Alors, ce n'est pas quelque chose de complètement extraterrestre. On l'utilise au CHU de Brest, on l'a utilisé pour une vingtaine de patients, dans une seule indication pour l'instant. Ce sont les patients qui ont des diarrhées liées à une bactérie, dont le Clostridium difficile. Et donc, cette infection se combat classiquement en utilisant des antibiotiques. Mais alors au début, on vous malgré proposait de ces la piste, maintenant vous antibiotiques, pour proposez de la certains des patients, il y a jusqu'à 30% de récidive. Et plus on récidive, plus on a de risque de récidive. Et donc on se retrouve parfois face à des patients qui ont 7, 10, 14 diarrhées par jour. Et donc il y a des études qui ont montré qu'on pouvait utiliser les selles d'une personne saine, donc on vérifie qu'il n'y a pas de bactéries de virus dans ces selles, on les broie, et on les mélange à un liquide, et ensuite on les administre aux patients. On les administre par une sonde gastrique, par une sonde au niveau du nez, qui va aller juste un petit peu plus bas que l'estomac, et on injecte en fait ces selles aux patients. Et donc le taux de guérison, alors qu'il est de 40% avec des antibiotiques, monte à 85% avec cette transplantation du microbiote fécal. Donc on ne connaît pas encore toutes les clés pour comprendre cette guérison, elle existe. Donc on sait qu'on va restaurer la biodiversité au niveau du tube digestif, et donc on cherche maintenant à savoir si ce ne sont pas certains bactériophages ou des bactéries spécifiques qui sont responsables de cette guérison. On essaye d'aller un petit peu plus loin pour comprendre pourquoi en fait on arrive à cette guérison. Et autre piste prometteuse, ce sont l'utilisation des probiotiques. Alors les probiotiques, ce sont des micro-organismes, des bactéries pour la plupart du temps, donc, qui administrés en quantité adéquate vont conférer un bénéfice à la santé de l'hôte. Je vous ai mis la définition de l'OMS. Vous voyez, c'est une définition assez générale quand même. Donc les probiotiques les plus souvent utilisés sont Lactobacillus, vous connaissez sûrement ces bactéries, Bifidobacterium, il existe d'autres probiotiques. Donc là aussi, la recherche semble prometteuse, mais il nécessite encore d'autres études pour savoir exactement quelle bactérie va pouvoir être utilisée pour telle maladie. Autre piste, c'est de mieux connaître finalement l'arme d'une bactérie pour pouvoir la désactiver. Donc cette fois-ci, on ne tue pas la bactérie directement, mais on va désactiver son arme. Alors, je vous ai mis deux exemples d'armes pour les bactéries. En fait, les bactéries, elles communiquent entre elles par des signaux spécifiques. Et cette communication leur permet des fois de libérer des toxines de façon simultanée. Et on a actuellement en notre possession certaines molécules qui vont couper cette communication, on va parasiter le signal, et donc ça va pouvoir avoir un effet bénéfique pour l'autre. Autre piste qui est prometteuse, qui est encore à l'état de recherche, vous avez cette fois-ci sur cette diapositive symbolisée ici une bactérie qui s'appelle Pseudomonas, et ici vous avez une cellule, une de nos cellules. Et là vous voyez, elle a une arme organisée, c'est comme une seringue, qui va aller directement sur la cellule, sur une de nos cellules, et par cette seringue, elle va injecter directement des toxines à l'autre. Et donc là, il faut bien sûr beaucoup de recherche fondamentale pour bien décrire cette machinerie spécifique, et on a trouvé un anticorps qui bloque cette seringue, donc qui est une piste prometteuse pour tuer cette bactérie. Donc ça, ce sont des solutions
solutions qui sont en train d'arriver, mais est-ce qu'on a des solutions là pour maintenant tout de suite? Parce que le problème, il est extrêmement important. Alors, vous savez, on est sur une société de consommation, consommation d'un matériel, vous pouvez le voir ici, mais finalement, on consomme aussi trop d'antibiotiques, tout simplement. Donc, il faut que l'on consomme moins, donc moins d'antibiotiques chez les animaux. Donc, il y a des plans au niveau gouvernemental qui ont été mis en place, et comme vous le voyez sur la figure ici à droite, on a montré en fait qu'il y avait une diminution de la consommation des antibiotiques, donc qui a été extrêmement important chez 2015, qui stagne un petit peu chez 2018, mais c'est toujours en fait les derniers pourcentages qui sont plus difficiles à faire descendre. Et est-ce qu'on consomme moins d'antibiotiques chez l'homme? Alors d'abord au niveau dans les villes, on va dire. Là, en 10 ans, la consommation d'antibiotiques est à peu près stable en ville. Donc là, on n'a pas fait trop de progrès. Et qu'en est-il des hôpitaux? Là, la consommation d'antibiotiques est à peu près stable dans les hôpitaux et elle tend un petit peu à diminuer depuis 3 ans. Alors, que peuvent faire finalement les professionnels de santé pour aider à ce que la consommation d'antibiotiques soit moindre? Alors, ce sont des choses très simples. Prescrire un traitement adapté et pertinent, c'est-à-dire prescrire des antibiotiques uniquement quand il le faut. Utiliser aussi des tests diagnostiques qui nous permettent de différencier virus et bactéries. Juste un exemple, l'angine. Les angines sont liées chez les adultes dans 90% des cas à des virus, donc pas d'antibiotiques, et dans 10% des cas à des bactéries. Comment est-ce qu'on fait la différence? Le streptotest. Donc le médecin, vous pouvez lui demander d'utiliser ce test-là. On met une petite bandelette qu'on met au niveau de la gorge et qui, grâce à une technique spécifique, nous permet de savoir si cette angine est liée à une bactérie ou à un virus. Si c'est un virus, pas d'antibiotiques. Il y a de gros progrès pour diminuer la consommation d'antibiotiques. Respecter les règles d'hygiène, là où on a parlé. Et aussi vacciner les patients. Alors pourquoi vacciner les patients? Ça va entraîner une consommation moindre d'antibiotiques. Quand vous vous vaccinez contre la grippe, normalement, ça diminue le risque d'avoir la grippe. Et donc, on sait qu'après une grippe, on peut avoir des infections bactériennes. Donc, en étant vacciné contre la grippe, on diminue le risque de grippe et derrière de surinfection liée à des bactéries. Et chacun de nous, chaque patient, que peut-il faire à son échelle? C'est respecter le traitement antibiotique à la lettre, sur la durée du traitement en particulier. Évidemment, ne pas réclamer des antibiotiques à son médecin, parce que des fois on pense que ça va aller plus vite, mais un rhume, ça dure 7 à 10 jours. Donc, on peut utiliser ce qu'on veut, autant prendre du miel ou se faire plaisir avec une tisane. Se laver les mains, manger des aliments sans antibiotiques, plutôt européens, d'accord, français, et être à jour de ces vaccinations. Donc, pour conclure, les messages qui nous paraissent importants, donc les bactéries, on les a connues en premier lieu comme nos ennemis, mais comme on vous l'a montré, les bactéries sont la plupart du temps nos amis. Nous essayons de comprendre comment elles fonctionnent. Notre surconsommation d'antibiotiques explique l'antibiorésistance, c'est-à-dire la faculté des bactéries à résister aux antibiotiques. Et donc les antibiotiques, à ce moment-là, ne détruisent plus les bactéries et ne permettent plus la guérison. Finalement, l'homme est responsable d'un nouveau désordre écologique. Donc, les antibiotiques sont vraiment des biens précieux pour l'humanité que nous devons vraiment protéger. Et donc, pour terminer, l'antibiorésistance est une menace mondiale, comme on l'a vu, avec des possibilités de conséquences à l'échelon de chaque individu. Tout le monde peut être touché, mais chacun peut agir pour que les antibiotiques continuent à sauver des vies. Voilà, je vous remercie de votre attention.